Salam alaikum, Azurfilaoun, bonsoir. Ils n'ont pas ramené Mohamed Boudiaf par reconnaissance pour sa stature et son passé, ni parce qu'ils ont voulu se racheter de l'avoir poussé à l'exil, persécuté, tenté de le salir. Ils ne l'ont pas ramené pour sauver le pays, comme il disait. Ils ne l'ont pas ramené pour toutes les raisons qu'ils nous ont chantées. Ils nous ont menti comme ils lui ont menti. Ils nous ont trompés comme ils l'ont trompé. Dans leur esprit, il fallait l'importer, cette grande figure de la révolution algérienne, et ils l'ont importé, si je peux me permettre, parce qu'il rentrait dans le cadre qui lui avait aménagé, celui de la belle devanture qui devait cacher leur monstruosité. Dans leur esprit, Mohamed Boudiaf, cette personnification de la lutte de tout un peuple, du militantisme, de l'intelligence politique, de la guerre de libération, de l'opposition au régime de Boumedienne, cet homme était le personnage idoine. Il convenait parfaitement à la tâche qu'il lui avait concoctée. Cet homme qui était devenu presque mythique dans l'imaginaire de ses compatriotes allait leur servir à tromper ce malheureux peuple qu'il venait de priver de sa volonté politique, à lui faire oublier qu'il venait de mettre fin à un processus électoral qui aurait pu faire du pays un véritable état de droit, n'en déplaise à ceux qui disent le contraire, et qui ont le droit de dire le contraire de toutes les façons, tant qu'ils le disent d'une façon pacifique et qui respectent la volonté du peuple. Mohamed Boudiaf se morfondait dans la gestion d'une petite briqueterie artisanale. C'est à peine s'il ne modelait pas les briques de ses propres mains, au fin fond du Maroc. Il lui proposait de le hisser à la tête du pays, de lui permettre de sauver ce pays, lui assurèrent-ils, d'un inéluctable naufrage. Ils surent balayer ses hésitations en l'enfermant très vite dans une bulle de mensonges, de déformation, de désinformation, d'intoxication. Et la presse de l'époque, les intellectuels qui avaient accès aux médias, les politiciens qui avaient pignon sur rue, qui se réclamaient de la démocratie et de la modernité, les progressistes que personne ne pouvait soupçonner d'avoir été corrompus par le régime, et tous ceux qui avaient accès à l'expression publique affirmaient tous d'une même voix les mêmes convictions, que laisser passer les islamistes signifiait la mort du pays. Boudiaf ne se rendit pas compte que toutes ces sombres perspectives reposaient sur un vaste procès d'intention. Il ne se rendit pas compte que le peuple et ses représentants vraiment élus n'avaient pas droit au chapitre, ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas lui faire parvenir ce qu'il pensait être juste, être vrai. Et bien pire, il n'évalua même pas à sa juste valeur la courageuse position de son frère de lutte, Hussein Ait Ahmed, qui tout en affirmant son opposition aux islamistes, n'en reconnaissait pas moins le verdict des urnes. Mais Mohamed Boudiaf avait été conditionné à un point que personne n'imaginait. Ils se sont servis de ses amis, de sa famille, de certains parmi ses compagnons de la Révolution pour l'intoxiquer. Et il fut intoxiqué. Les putschistes ont donc mis en branle l'opération tromperie, en même temps qu'ils élaboraient celle de la violence, dont ils avaient prévu même le nombre de morts qu'ils allaient faire. Et ils le reconnurent plus tard par le biais et par la voix de leurs journalistes. Mais, à ce moment-là, ils avaient affaire à un homme d'une très grande intelligence, d'une perspicacité politique qui s'était vérifiée sur le terrain, d'une vraie révolution, d'une révolution emblématique, d'une révolution qui était entrée dans l'histoire de l'humanité et dont il avait été l'un des principaux artisans. Pour le tromper, ils recoururent donc à ses plus grands points faibles, son sens de l'honneur, sa noblesse d'âme, son amour pour son pays et la confiance aveugle qu'il vouait à ses amis. Alors, ils lui dépêchèrent un de ses proches
un de ses amis les plus proches. Boudiaf ne savait pas que cet homme avait changé, qu'il n'était plus celui qu'il avait connu dans ces années de la Révolution. Il ne savait pas qu'il était devenu un agent de la junte, un opportuniste sans état d'âme. Celui-ci alla le voir et il lui dressa un tableau noir de la situation. Et il parvint à le tromper au point où il lui présenta les ennemis du peuple comme étant ses sauveurs et les élus du peuple comme étant ses pires ennemis. Ceux qui allaient le précipiter dans l'inconnu, voire dans l'obscurantisme et le fanatisme. Cet homme, Boudiaf, éclairé, résolu, porté par une vision de modernité et non pas d'occidentalité. Cet homme pétri de valeurs universelles, qui avait donné sa vie entière pour la liberté et la dignité humaine, tomba tout cuit dans le piège qui lui avait été tendu. Il crut son ami. Il était persuadé que les putschistes étaient vraiment des sauveurs de la République, que les islamistes du Fils étaient des monstres qui allaient tuer l'Algérie. Lui aussi tomba dans la logique du procès d'intention et lui aussi entreprit de faire la guerre aux vainqueurs des élections de décembre 1991. Mais il faut dire, à sa décharge, que lui n'était pas animé des mêmes raisons que les putschistes. Si ceux-ci étaient déterminés, comme le dira l'un d'eux, à tuer 3 millions d'Algériens pour empêcher le Fils de passer, lui, Mohamed Boudiaf, était décidé à les empêcher de nuire parce qu'il pensait qu'ils étaient mortifères pour l'avenir du pays. Il le pensait sincèrement. Il pensait que les islamistes étaient incompatibles avec la démocratie, que l'islam appartenait à tous et non pas à une mouvance. Ce qu'il entreprit contre les islamistes était blâmable, mais ses intentions étaient pures, contrairement à ceux des putschistes qui avaient des intentions les plus noires qu'ils puissent s'imaginer, et nous avons pu le vérifier avec le recul du temps, quand on a constaté qu'il tuait de la main gauche pendant qu'il volait de la main droite. Lorsqu'enfin Mohamed Boudiaf put crever la bulle du mensonge dans laquelle il avait été enfermé et qu'il découvrit que ceux qui se disaient des sauveurs de la République n'étaient que des assassins et des pillards, alors il voulut les démasquer. Il entreprit de les démasquer et c'est là où il signa son arrêt de mort. Et il fut assassiné de façon spectaculaire, en direct à la télévision. Sa mort a servi à le neutraliser autant qu'à envoyer un message très fort à tous ceux qui pouvaient avoir des idées. Ce fut un assassinat pédagogique qui entrait dans l'opération du terrorisme pédagogique. Il en fut de même de Qasdi Merbah, Abdallah Khalif de son vrai nom. Cet homme fut pendant tout le règne de Boumedienne le chef de la redoutable sécurité militaire. Ses amis et ses proches affirment néanmoins qu'il n'a jamais contribué aux assassinats politiques décidés par Boumedienne. Mais cela relève de l'histoire. Et l'histoire sera connue quand son écriture ne dépendra plus du régime qui a confisqué l'indépendance du pays. Après Boumedienne et sous Benjdid, Qasdi Merbah occupa de très hautes fonctions, dont celle de chef du gouvernement, fonction dont il fut démis. Il s'engagea fortement dans l'action politique, dès l'ouverture dite démocratique, qui a commencé en 1989. Il créa un parti politique qu'il hissa très vite parmi les formations les plus actives du pays. Mais son attitude, ses positions politiques contre l'interruption des processus politiques, électoraux, et les efforts remarqués qu'il déployait pour tenter d'éviter le pire, pour tenter d'aller vers il a tenté d'aller vers une dynamique réconciliatrice. Tout cela le désigna à la furie des éradicateurs, ceux qui avaient intérêt au bain de sang, ceux qui ne voulaient ni de Sant'Egidio, ni de l'initiative Qasdi Merbah, ni des appels au recouvrement de la paix et à la discussion et à la réconciliation. Ceux qui manipulaient, qui contrôlaient la machine de la terreur, ont décidé de le tuer. Il savait qu'il avait pris langue avec des ligueurs du Fils. Il avait déjà lancé un appel. Il savait qu'il était en contact avec certains chefs de l'armée. Il savait qu'il était pour un processus de retour à la paix et à la réconciliation nationale. Et que cette politique, cette vision commençait
à trouver des partenaires. Qazi Mirbah devenait trop gênant pour ceux qui voulaient exacerber la violence, la faire flamber, la généraliser à tout le pays, qui avait commencé à structurer les groupes terroristes. Qazi Mirbah risquait donc de contrecarrer ses plans. Il fut décidé de le neutraliser et d'inscrire son assassinat à l'actif du terrorisme islamiste. Et un détail qui en dit long. Parmi les armes qui furent utilisées pour le tuer, lui, son fils, son frère et son garde du corps, et son chauffeur. Parmi ces armes, il y avait une Uzi israélienne. Avec nous aujourd'hui, pour tenter de comprendre, nous aurons donc Nasser Boudiaf, le fils du président Boudiaf, Abdelrazak Laïbi, neveu de Qazi Mirbah, Samraoui Mohamed, ex-lieutenant-colonel du DRS. Et donc, voilà. Avant de commencer à recevoir nos invités, nous allons voir une scène passée désormais à la postérité. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا؟ فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. De Abad à Boudiaf, combien de crimes orchestrés? Crimes, Khidr et autres. Laisserons-nous cette terre ancestrale aux mains de ces tristes cieux qui l'ont plongé dans le chaos? Ou entre les griffes de ces lâches illuminés? احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا؟ فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Nous recevons à présent Mohamed Samraoui. Mohamed Samraoui, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Jamaluddin, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, au moment de l'assassinat de Boudiaf, vous étiez très proche de la plus haute hiérarchie du DRS. Je vais donc vous poser des questions directes. Quand Boudiaf a découvert qu'il était devenu la façade d'une mafia, sa devanture, sa vitrine, il a tenté de la démasquer, cette mafia. Et il a envoyé des officiers de confiance, en qui il avait confiance, en France, pour enquêter sur les généraux. D'abord, qui sont ces officiers et que leur est-il advenu? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, ça c'est une question simple. Donc la réponse elle est évidente. D'abord, il s'agit du commandant Mourad. Il était sur la touche à l'époque. Et il y a toute une série d'événements qui ont précédé l'organisation de l'envoi de 3 officiers en France. Là, non seulement en France, en Suisse. Et le problème, c'est qu'ils ont eu des résultats concrets, tant en France, lors de leur entrevue avec Pierre Bérégovoy, Premier ministre, le chef du gouvernement français à l'époque, qui venait de prendre ses fonctions un mois, quelques semaines avant de les recevoir, et en Suisse, où ils ont eu des résultats extraordinaires avec des promesses. Malheureusement, ça n'a pas... Mais qu'est-ce qu'ils étaient partis chercher? Qu'est-ce qu'ils étaient partis chercher? Quelle était leur mission? Leur mission, c'était d'enquêter sur le patrimoine, les biens algériens qui ont été détournés et sur les sommes colossales qui ont été placées, déposées dans les comptes numérotés en Suisse, en France, etc. Et ils ont obtenu l'assurance d'avoir, disons que le gouvernement français, le gouvernement de Pierre Bérégovoy, en l'occurrence, allait tout mettre en œuvre pour remettre des dossiers et des résultats assez concrets sur les détenteurs de capitaux, de fortunes, etc. Et moins d'une semaine après le retour en Algérie, comme par hasard, le commandant Mourad a été assassiné à Badjarrah, alors qu'il se rendait chez ses beaux-parents. Et le capitaine Abdelaziz, il a été abattu entre Blida et Alger. Il habitait Blida, il travaillait à Ghermoul, à Alger, au sein de la DCE. Et naturellement, on n'a ni retrouvé ni les assassins, ni les identifier, ni les arrêter. Bon, et on a mis tout cela sur le dos des islamistes. Voilà. Ils étaient 3 ou 4 officiers? Ils étaient 3. Le troisième, j'ai oublié qu'il s'agit, ça remonte quand même à 23 ans, 24 ans. Mais je sais qu'il y avait le commandant Mourad qui était le chef de la délégation. Le capitaine Abdelaziz, puisqu'il était avec moi, il était chargé des dossiers économiques. Et une troisième personne, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y avait 3 bonhommes. Mais le troisième aussi a été assassiné, il me semble. Ah oui, tous les trois. Tous les 3 ont été assassinés. Très bien. Et on dit qu'un responsable sécuritaire français, probablement le directeur de la DST, quand il a appris l'information, il aurait dissuadé Pierre Bérégovoy de remettre des dossiers à ses émissaires, prétextant que les généraux étaient les agents de la France, ses amis, et que ce serait lui qui aurait averti Ismaël Ammari que des gens étaient venus enquêter sur eux. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu des fuites, sans quoi les dossiers auraient été remis, le président Boudiaf aurait avancé dans ses investigations, il aurait amélioré pas mal de choses qu'il envisageait de mettre en œuvre à l'époque. Et voilà, donc sans ces fuites, sans ces indications, on n'aurait jamais assassiné uniquement les personnes qui se sont rendues en France et en Suisse.
Donc, Et, disons, est-ce que c'est la seule raison, comme prétendent certains, qui aurait décidé de tuer Mohamed Boudiaf, ou est-ce qu'il y en avait d'autres? non, non, il y avait plusieurs raisons. Lesquelles, s'il vous Bah, plaît? je vais vous en parler, hein, parce Oui, oui, que oui, à l'époque, oui, oui, s'il vous plaît. donc pour comprendre que il faut d'abord, ils avaient cru que Boudiaf était déconnecté du pays, des réalités du pays, mais ils ont très vite compris qu'il se servait, que les généraux se servaient de lui et qu'il le trompait sur de nombreux sujets controversés. Donc, il a voulu peu à peu se démarquer de leur emprise et il devenait en quelque sorte ingérable. Donc, ce n'était pas une marionnette du genre Ghazali ou Yahya et consorts, hein, à qui on faisait faire toute la sale besogne. Donc, Boudiaf, il voulait s'émanciper de cette figure. Et il l'a payé de sa vie. Voilà pourquoi j'estime que son élimination physique était programmée et qu'il s'agit bel et bien d'un assassinat politique. N'oublions pas qu'il a relevé le général Mohamed Al-Ammari ses fonctions de commandant des forces terrestres au mois de mars-avril et qu'il avait remplacé par le général Khalifa Rahim. Et qu'après la mort de Boudiaf, le général Mohamed Al-Ammari a retrouvé toute sa puissance, parvenant même à occuper le poste de puissant chef d'état-major de l'armée. Hein? Oui. Est-ce que Boumaraf a été le seul, comme le prétend la version officielle, le seul assassin, le seul. Ça veut dire qu'il aurait agi son propre chef sans avoir de commanditaire ni de quelque. Laissez-moi terminer, sinon vous n'allez pas comprendre. Je vous en prie, je vous en prie. Bon. Parce qu'il faut une certaine chronologie, sinon vous n'arriverez jamais à suivre les raisons pour lesquelles fut éliminé Mohamed Boudiaf. Hein? Je vous en prie. Entre-temps, après la mise à l'écart du général Mohamed Al-Ammari, le président Boudiaf a eu une altercation téléphonique avec le chef du TRS qui voulait l'empêcher de se rendre au Maroc à l'occasion du mariage de son fils aîné. De son fils aîné. Il y avait aussi la prise de contact du président Mohamed Boudiaf avec certains chefs, anciens chefs militaires qui étaient sur la touche. Asli Merbah, Mustafa Chloufi, etc. Et donc, il pourrait avoir un autre son de cloche et il voulait se faire sa propre opinion. Il a su qu'il a été trompé par les Belkhir, Nazzar et consorts avec l'ouverture des camps sûreté. Il a aussi compris que les tentacules de la mafia politique financière, elle a atteint des sommets de l'État. Et donc, il a commencé aussi à ouvrir des enquêtes au niveau local. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Haj Bettou. Haj Bettou, en effet. L'affaire des douanes, des détroits, tout ça. Oui. L'enquête sur les prêts bancaires qui n'ont jamais remboursés, obtenus par des militaires et les civils qui gravitaient autour du pouvoir et de sa périphérie. Donc voilà un petit peu ce qui a provoqué le malaise avec les généraux janvieristes. Pire encore, sa cote de popularité, elle était en hausse depuis sa venue en Algérie. Hein? Oui. Et avec l'appui de Ben Hamouda, le patron du JTA de l'époque, il a voulu créer un grand parti politique. Oui, en effet. Et avec le soutien populaire, il a envisagé de se débarrasser de la tutelle des DAF. Donc, il allait avoir certainement des coudées franches, il allait imposer ses choix politiques, il allait engager l'Algérie dans un processus transitionnel. Donc, c'était tout pour déplaire aux militaires. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi une campagne anti-Boudiaf. Elle a commencé à la mi-avril, où il était question, par exemple, il est franc-maçon, il voulait trahir la cause sahraoui, parce qu'il voulait un plan de paix avec le roi Hassan II, etc. Donc, il y avait une campagne pour, disons, salir, mais minorer un petit peu l'envergure du président.
Voilà. Mohamed Samraoui, on vous entend moins bien, donc vous allez rester avec nous en Skype et nous allons vous avoir au téléphone aussi. Et je reviens à vous dans un moment pour poursuivre notre entretien. Avec nous, le fils de Mohamed Boudiaf, Nasser Boudiaf, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, nous l'avons perdu. Mohamed Boudiaf, Nasser Boudiaf, est-ce que Nasser Boudiaf est avec nous, s'il vous plaît? Abdelrazak Laïbi est avec nous? Oui, je suis là. Bonjour Abdelrazak, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, nous en sommes donc à l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Mohamed Samraoui était en train de nous expliquer un peu le contexte qui a précédé la décision de le liquider, pour reprendre ce terme un peu trivial. Abdelrazak Laïbi, d'après vous, est-ce que Mohamed Boudiaf a été trompé? Nous nous rappelons tous de cette interpellation que vous aviez, de Ali Haroun, que vous avez prénommé le monsieur, que vous avez interpellé à l'Alia et que vous avez accusé directement d'avoir assassiné Mohamed Boudiaf. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont servis, comme je l'ai dit dans mon introduction, de ses amis, de ses compagnons, de sa famille, pour le tromper, pour le ramener en tant que devanture? Oui, certainement. Ils pensaient avoir affaire à une marionnette. Et aussi Tayyib El-Watani était très loin d'être une marionnette. C'était un monument de l'histoire de notre pays. Et bon, au départ, je pense, mon humble avis, qu'au départ, il n'avait pas très bien compris ce qui se passait. Et après avoir eu des contacts avec plusieurs personnalités, d'ailleurs je confirme les propos de M. Samraoui, M. Boudiaf avait des contacts avec Qasdi Merbah. Et au fil des jours, il a commencé à comprendre ce qui se passait réellement. Et au moment où il avait commencé à prendre des décisions, et ils sont malheureusement débarrassés de lui, ils l'ont liquidé. Restez avec nous, Abdelrazak Laïbi. Nous allons faire des tours de micro sur des mêmes points de divergence. Nasser Boudiaf est maintenant avec nous. Nasser, merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, c'est Jamal. Merci. Alors, Nasser, on était en train de parler de ces gens qui ont trompé Mohamed Boudiaf pour le ramener en Algérie. Est-ce que vous pensez, comme nous, qu'ils se sont servis de son image pour l'utiliser comme devanture honorable pour pouvoir cacher leur véritable nature de, comme il les a lui-même appelés, de mafia politico-financière? Oui. d'abord تحياتي لكل الناس اللي يشوفوا في المغربيه اللي راهم هنا في الجزائر واللي راهم على برا. وتحياتي ليزانفيتي تاعك. Merci. Boudiaf, tu sais, c'est l'appel du devoir. Quand ils sont partis au Maroc, Kaloulou, la situation, elle est explosive. Il n'y a que toi qui peux redresser la barre. Donc, lui, tu sais, au départ, il était étonné de la proposition, parce qu'il ne s'attendait pas. Et il a demandé à Ali Haroun un délai de réflexion. Donc, il est reparti à l'usine. Il est revenu quelques jours après. Non, je ne peux pas rentrer. Parce qu'en même temps, il a appelé Krim, son compagnon du PRS. Krim dit, tu n'as rien à gagner. En revenant en Algérie, qu'est-ce que tu vas gagner? Il vaut mieux rester là où tu es, c'est mieux. دخلوا فيها نزار, il a appelé, téléphone 4-5 fois, au début, il n'a pas voulu lui parler. Il y avait sa femme qui rentrait en jeu et tout. Donc, Nazar, à la fin, tu sais, c'est Mohamed, Mais Nasser, est-ce que pourquoi aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Mohamed Boudiaf,
son intelligence politique, sa perspicacité. Comment ne s'est-il pas rendu compte qu'il allait servir les intérêts de généraux putschistes, de généraux qui avaient interrompu un processus électoral honnête? Comment a-t-il pu se laisser glisser dans le procès d'intention et qu'il en est arrivé à signer des décisions qui ouvraient des camps de concentration? J'aimerais que vous nous parliez franchement, sincèrement, que vous nous disiez le fond de vos pensées. C'est Jamal, moi, à travers mes interventions depuis le temps, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours dit la vérité, je n'ai jamais menti. Oui. En effet. On l'a trompé. Ça, c'est sûr. On l'a trompé, on lui a menti. C'est des menteurs. Oui. Pour ce qui est de... Parce que ça les camps du Sud-Ado, moi, je peux vous certifier que ces camps du Sud ont été ouverts bien avant son retour. Ils ont été ouverts en 91. Ils ont tout préparé. Quand Boudiaf est rentré en Algérie, ils pensaient que c'était une marionnette. Ils voulaient qu'il n'y a pas de souci, on va lui faire passer tout ce qu'on veut. Déjà le premier jour, quand il est arrivé à 4 heures, ou à 4h30, je me souviens, le discours qu'il allait donner, il a eu le nom. Le discours qu'il a Maroc, il a eu le nom, pas au discours d'Anna. Il n'a pas voulu. Donc, les problèmes, ils ont commencé le premier jour. Quelques heures après son arrivée ici, en Algérie, après 27 années d'exil. Ils lui ont donné un discours à lire, hein. Il ne voulait pas qu'il lise son propre discours. Ah non, lui, il ne voulait pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de lire les discours des autres. Moi, mon discours, c'est moi qui l'ai fait. Donc, le problème moi, qui s'est posé, c'était quoi? C'était une seule phrase. C'était je tends ma main à tous les Algériens. Eux, ils ne voulaient pas. Et c'est là où il a commencé à comprendre un peu. Oui. Et pour en arriver aux jours qui ont précédé, aux semaines et aux mois et aux jours qui ont précédé son assassinat, quand il s'est rendu compte et qu'il a commencé à parler de mafia politico-financière, qu'il a commencé à entreprendre des enquêtes, il était persuadé à ce moment-là qu'il était cerné, qu'il était enfermé, pris en otage? Tout à fait, oui. Et il se confiait à vous, à sa famille? Il vous parlait de ce qu'il a enduré, de ce qu'il subissait? Non, il ne l'a pas dit, mais moi j'avais senti. 4 mois après, j'ai senti qu'il avait changé. Oui. Il avait changé, il est devenu plus nerveux. Il ne parlait pas beaucoup avec nous. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui... à l'intérieur, hein, parce que les gens qui étaient... Parce que il ne faut pas oublier, les gens qu'il a ramenés n'ont pas joué le rôle. Et vous pensez... Nasser Boudiaf, vous pensez que ceux qui ont été envoyés, entre autres Ali Haroun, pour le ramener, pour lui dresser un tableau, pour le convaincre, vous pensez qu'ils l'ont trompé? Tout à fait, bien sûr. Et si... Bien sûr qu'ils l'ont trompé. Oui. Et s'il... Ils lui ont menti sur toute la ligne. Oui. Aujourd'hui, avant d'en arriver à son assassinat, aujourd'hui, si vous deviez écrire un livre sur votre père, vous reviendriez sur tous ces détails, sur tout ce complot, j'allais dire, sur l'assassinat, sur sa préparation, est-ce que vous reconnaîtriez très franchement que ce grand héros qu'a été Mohamed Boudiaf, ce grand nationaliste, ce père de la révolution armée, a commis de lourdes erreurs contre la volonté populaire? Vous savez, il faut dire une chose, que son retour a apaisé quand même les esprits. Parce que je pense que c'est grâce à son retour que l'Algérie ne s'est pas déchirée. Parce que sinon, on allait connaître les mêmes problèmes que la Syrie aujourd'hui et l'Irak. Ça, j'en suis persuadé. C'est grâce à sa clairvoyance, c'est grâce à son passé historique, hein, oui, que les gens... Parce que quand il est rentré, lui, les gens ne le connaissaient pas. Mais peu après, 3 mois, 4 mois après, les gens commençaient à s'intéresser à lui. Oui. C'est pour ça que les gens n'ont pas basculé. Moi, je pense, en toute honnêteté, s'il n'était pas rentré, on aurait basculé vers une guerre civile et on s'en sortira jamais. Ça, j'en suis sûr et certain.
Restez avec nous, Nasser Boudiaf. Je reviens à Abdelrazak El-Aïbi. Abdelrazak El-Aïbi, vous-même qui êtes sur le terrain du militantisme, qui combattez ce régime depuis tant d'années, de tous les moyens qui vous sont possibles, ainsi que votre frère, Salim El-Aïbi. Très franchement, est-ce que vous pensez la respectabilité, l'honorabilité, l'héroïsme même de Mohamed Boudiaf mis à part, est-ce que vous pensez qu'il a commis une erreur en acceptant de prêter son image aux putschistes? Une erreur, je vais reprendre le même terme utilisé par mon ami Nasser, c'est l'appel de la patrie. Et vous savez, quand plusieurs personnes s'y mettent, l'épouse, les amis, Abdelrazak, moi je ne veux en rien influer sur votre façon de penser et de dire. Mais moi je pense franchement, moi si Mohamed Boudiaf était mon grand frère ou mon père ou mon ami et la personne que je respecte énormément, je prends à témoin, c'est Ammar Dabbah, grand moujahid de Sétif, connu, qui était mon directeur du travail à Batna. On était les seuls, lui et moi, du temps de Boumediene, à avoir comme idole Mohamed Boudiaf. On l'adorait. Pour nous, c'était parce qu'il était persécuté par Boumediene, justement. Donc moi personnellement, si je pouvais m'exprimer en tant que personne, je reconnaîtrais les erreurs de Boudiaf, et qui reconnaît les erreurs avance, ne recule pas. C'est pour ça que je vous ai interpellé et que j'ai interpellé Nasser sur ce point en particulier. Abdelrazak. Allô? Abdelrazak, oui, on vous écoute. Oui, j'ai mal entendu la fin de votre question. La fin, je vous disais que personnellement, je n'hésite pas à dire, malgré tout le respect, la considération que j'ai pour Boudiaf, qu'il s'est trompé en prêtant son image, son histoire, son passé à des assassins et à des voleurs et à des putschistes. Il a commis une lourde erreur. Je ne crains pas de le dire. Oui, mais je pense qu'ils lui ont promis d'avoir les coups des franches. C'est certainement ça aussi. Oui. Et oui, je pense sincèrement, qu'il n'est pas venu comme ça par un coup de tête. Ils lui ont promis d'avoir les coups des franches, et avec l'appel de la patrie et le danger qu'il y avait à l'époque, je pense qu'il a décidé de rentrer. C'est vrai. D'ailleurs, nous connaissons même une anecdote où sa propre femme aurait insisté. Elle en avait marre de vivre comme ça, dans l'exil, presque à la limite de la misère, alors que lui était un homme mythique aux yeux des Algériens, et qu'elle l'avait persuadé de rentrer, par exemple. C'est une des anecdotes qui nous sont parvenues. Oui. Vous savez, Monsieur Boudiaf n'est pas né de la dernière pluie. C'est l'un des personnes qui ont combattu le colonialisme, qui ont été derrière le déclenchement de notre guerre de libération. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas encore les 250 000 morts et tout les massacres qu'il y a eu. Je pense qu'il faudrait aussi voir avec. Ce n'est pas la même période qu'aujourd'hui. Je pense que s'ils avaient fait appel à lui aujourd'hui, ils n'auraient jamais accepté. Restez avec nous, Abdelrazak. Je reviens à Mohamed Samraoui. Mohamed Samraoui, avant que je continue les questions que vous avez préparées, vous avez un commentaire à faire sur ce que vient de dire Non, juste pour confirmer que le président Boudiaf il a été approché vers le 2 janvier jusqu'au 10, date de sa première venue en Algérie. Il a effectivement refusé. Donc il a fallu que Ali Haroun, Ismail Ammari se rendent 2 fois au Maroc. Il a fallu que Abdelmajid Alayham, qui était ambassadeur d'Algérie à Rabat à l'époque, fasse des mains et des pieds. Donc
Et puis finalement, il est venu le 10, donc avant la démission de Chedli, ils l'ont reçu. Le général Khaled Nazar lui a dit textuellement, voilà, je mets l'armée à votre disposition. Bon, il a fini par accepter, donc face à l'insistance, aux pressions, et puis on lui a démontré que l'Algérie avait besoin d'une figure historique, quoique le HCE entre nous, c'est une supercherie, c'est une imposture. Ils ont essayé de contenter tout le monde, une figure glorieuse, un véritable historique, du genre Mohamed Boudiaf ou Aït Ahmed ou même Ben Bella qu'ils ont pensé au départ. Puis, ils ont essayé de contenter tous les segments de la société. Il y avait Ali Haroun pour les droits de l'homiste, pour soi-disant les démocrates. Il y avait Tijani Haddam pour contenter les islamistes. Il y avait Nazar en personne pour satisfaire les militaires. Et puis, il y avait Ali Kafi, qui est quand même une figure historique aussi, parce qu'il a été le chef de zone de la Wilaya 2, le chef de la Wilaya 2, donc il est très respecté au l'Est algérien, Adaba, Sougaras, Kelma, El Harrouch, etc. Donc, et qui était, ne l'oublions pas, responsable de l'organisation des Moudjahidines en 90, 91, 92, donc à cette époque-là. Donc, les Moudjahidines sont satisfaits, les militaires sont satisfaits, les démocrates. Donc, ils ont essayé de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Mais, comme l'a dit Sijam Eldin, c'était uniquement une façade. Parce que l'objectif, c'était pas le bien-être, le développement, la peur des intégristes. Parce que c'est faux, c'est un coup d'État. Et je vais vous donner des preuves. Un, le président Chedli, il avait les prérogatives constitutionnelles pour dissoudre l'Assemblée, même si le fils est majoritaire. Donc, pourquoi interrompre un processus électoral? Donc, et puis, les tractations avec Aït Ahmed, avec Boudiaf, avec la société civile, avec les personnalités, Ben Hamouda, elles avaient eu lieu avant le deuxième tour qui était prévu le 16 janvier. Donc, on voit qu'il y avait une préparation théorique d'un coup d'État. Et puis nous, on était déjà à partir du 4 janvier sur place. Autre chose, une autre parenthèse, puisque j'avais abordé l'histoire du coup d'État. Je me suis déplacé à Bida pour voir Melk Bejdid. C'était le 30 ou le 31 décembre. Hein? Et il m'a affirmé, je le jure, Allah c'est la vérité. Il m'a dit, oui, Chet est au courant qu'il y a un coup d'État et qu'il allait remplacer Khaled Nazar par Makhlouf Di, qui était le commandant de la garde républicaine, et qu'il allait remplacer le général Toufir à l'époque, qui était le chef des restes, par Kemal Lahraj, l'ex-DRE. Donc, il était prêt, il envisageait de changer, de liquider, de se débarrasser des futurs. Malheureusement, ils l'ont fait, c'est tout. Maintenant, si vous permettez, je reviens à votre question sur Boub Arafi. Vous m'avez dit, est-ce que c'était Non, là, je vais vous interrompre, Mohamed Samray, parce que nous allons observer un court intermède technique et je reviens à vous dans quelques secondes. Donc, nous allons observer une petite interruption et nous revenons tout de suite.
je reviens à Mohamed Samraoui pour poursuivre ce qu'il va nous dire sur la préparation de cet assassinat. Mohamed Samraoui, je vous avais dit qu'on allait vous appeler au téléphone, ça n'a pas encore été fait. On va vous appeler au téléphone, mais là on vous entend mieux, hein, donc vous pouvez poursuivre en attendant qu'on vous appelle au téléphone. Donc nous en étions donc à Boumarafi. Est-ce qu'il est le seul auteur? Est-ce qu'il n'a pas des commanditaires? Est-ce qu'il n'y a pas complot en l'occurrence? C'est effectivement la thèse que tente d'accréditer le pouvoir. Mais cette thèse ne tient pas la route. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le sous-lieutenant Boumarafi ne faisait pas partie de l'équipe du GIS qui devait initialement se rendre à Annaba. Il a été ajouté par Smaïl Ammari à la dernière minute. Il était muni d'un ordre de mission individuelle, lequel n'a été signé ni par le DRS, ni par Smaïl Ammari, mais par le commandant Hamou, Louisa. Or, les attributions du chef du GIS ne lui permettaient pas de signer un tel document. C'est un peu comme si un chef de bataillon signait un ordre d'un mouvement de troupes, alors que cela devait échoir soit au chef d'état-major de l'armée, ou à la limite au chef de région. Donc vous comprenez un petit peu. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas la prérogative de désigner. De désigner ou de signer une ordre de mission et d'envoyer quelqu'un d'Alger à Annaba. Ceci pour un premier point. Le deuxième point. En principe, le GIS, il n'a pas pour vocation ou la mission de protéger un président. Cela incombe exclusivement. Je m'excuse, il y a le téléphone qui sonne, je préfère ne pas répondre. Oui. Cela, non, c'est nous qui sommes en train de vous appeler. Hein. Cela incombe exclusivement au service de la protection présidentielle. À la limite, le GIS pouvait servir pour sécuriser le trajet, renforcer un dispositif de protection, mais jamais, au grand jamais, les éléments de cette unité d'élite ne devraient se retrouver à l'intérieur d'une enceinte censée être déjà sécurisée. Je vois mal donc le rôle à l'intérieur d'une salle dans laquelle le chef d'État prononce un discours. On trouve des troupes d'élite, ils n'ont rien à voir là-dedans. Voilà. Troisièmement, pourquoi Boumarafi avait sur lui une grenade? J'en ai déjà parlé lors de mon passage sur Al Jazeera, mais on sait très bien qu'un élément qui est chargé de la protection du président ne se trimballe jamais avec une grenade. Hein? Parce que les risques, ils sont terribles. Parce qu'en voulant défendre, par exemple, le président, une grenade est susceptible de causer des dégâts collatéraux extrêmement importants. Donc, c'est exclu. On ne voit jamais dans les unités de protection des grenades. Troisièmement, il y a eu énormément de carences qui empêchent de croire à l'acte isolé. Il fallait donc se poser les bonnes questions. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, l'Arbi Belkhir, n'a-t-il pas accompagné le président qui faisait quand même une tournée à l'intérieur du pays? Pourquoi Smaïl Ammari, qui était pourtant chargé de la sécurité intérieure au sein du DRS, n'a-t-il pas effectué le déplacement à Annaba? Par contre, il est accouru le jour même pour récupérer l'assassin, avant qu'il ne soit remis à la gendarmerie. Justement, autre question, pourquoi Boumarafi a préféré se rendre à la police et non pas à ses collègues? Je rappelle qu'il y a environ, parce que je suis de Annaba, il y a environ 400-500 mètres entre la salle de la culture et le lieu où a été assassiné Boudiaf et l'immeuble dans lequel Boumarafi s'est réfugié. Comment, malgré tout le dispositif mis en place, il a pu fuir? Hein? Donc, chose impossible sans complicité. Maintenant, quatrièmement, pourquoi le pouvoir et la presse ont voulu coller l'étiquette d'islamiste à tout prix à Boumarafi, alors que cette personne n'a rien à voir avec la mouvance islamiste? Autre question suspecte. Pourquoi la commission d'enquête s'est contentée de l'acte isolé sans chercher à remonter au commanditaire? Rien de ça. Cinquièmement, pourquoi le jour de l'assassinat, il n'y avait pas d'ambulance médicalisée sur place? Pourquoi le chauffeur ne connaissait pas l'itinéraire qui menait à l'hôpital? Pourquoi il n'y avait pas eu d'autopsie? Pourquoi l'annonce
de la mort du président Boudiaf à la radio, alors que son décès n'a été constaté qu'à Boufarik, lors de son arrivée, lors de son transfert du corps. Pourquoi il n'y a pas eu de sanction ou de démission après cette forfaiture? Sachant que le président Boudiaf, il avait déjà été ciblé à Intimouchen une semaine auparavant, lorsqu'il a fait la tournée en Oranie. Et il y a eu aussi un précédent, donc une tentative d'assassinat qu'il avait visé à Alger le jour de l'Aïd el-Kibir. Et il y a eu une bombe qui a été déposée à la mosquée où il devait effectuer la prière le matin. Donc, sachant tous ces dangers, pourquoi aucune mesure n'a été prise? Donc, il y a trop de questions qui sont restées sans réponse et qui conduisent toutes vers l'hypothèse de la liquidation du président qui est devenu gênant pour la casse au pouvoir incarnée par les généraux putschistes, les dafistes, qu'on appelle communément les DAF. Maintenant, pour comprendre les raisons de cet assassinat, Nous allons en rester là pour le moment. On va d'abord demander à Nasser Boudiaf. Nasser Boudiaf, vous êtes avec nous? Nasser Boudiaf? Vous êtes avec nous toujours. Hein? Vous avez entendu Mohamed Samraoui? Oui, bien sûr. Très bien. Oui. Un commentaire à faire éventuellement? Oui, bien sûr. J'ajouterai deux ou trois choses. Oui, je vous en prie. C'est Amin Ben Abdelrahman qui le raconte dans son manuscrit. Hein. Oui. Du coup, quand on est arrivé à Boufarik, avec l'hélicoptère, moi j'étais dans tous mes états, et nos armes appelées, ils étaient en bas. Il y a des coups de fond entre les... À la peur, il bouge encore le président. L'avion est resté une demi-heure à tournoyer. Oui. Une demi-heure à tournoyer. Il faut faire des cas, il y a des personnes, hein. Parce qu'il bouge le président. ثانيا البارح نوزان سمعت فيه هذا في الشروق يقول لك بلي سي ان اسلاميست جي واسمه بومعرفي mais c'est grave. C'est-à-dire que nos services de sécurité, ils sont incompétents parce qu'une top était avec eux, ils ne sont pas rendus compte. Donc, Tofek, c'est un incompétent. Smaïl Amari, c'est un incompétent. Et ça, ces gens-là, je me demande pourquoi ils n'ont pas d'abord eux-mêmes démissionné à l'époque, ou là, l'armée, ils les ont diminué leur fonction. Donc, je pense que, parce que le complot, il écrit dans le complot. La vision, il n'existe pas. Ça existe que dans la tête de nos arts, c'est tout. Mais quand vous dites ils sont incompétents, Nasser, est-ce que ce n'est pas les dédouaner d'une certaine manière? Quelqu'un qui est incompétent, il n'est pas inquiet. C'est une boutade. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. C'est une boutade. Très bien. Mais sinon... Parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. Le... Mais là-bas, je dis qu'il y a un agent. C'est impossible. Moi, quand je suis parti à Annaba, le 40e jour, les gens de l'hôtel, ils m'ont dit, écoute, Nasser, s'il y a une justice, on peut témoigner demain. Quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé à distribuer les cliquettes à les chambres, le responsable, il a dit, écoutez, vous êtes consignés, personne ne sort des chambres. Quand ils ont fait la télévision, soi-disant la façade, واش يقول له؟ يقول له اسمع احنا كاع شيفان وروح دبر راسو هنايا. Ça, c'est هذا تبعت انت espèce d'un voyou qui le soir même, dans la discussion de l'hôtel, il y a deux gars, il a bu comme je ne sais pas comment, قال يقاول يخبطها دار ديغا ضرب مع الناس حتى حط المشروع نتاعو. هذا تبعته انت pour protéger le président. Et d'abord le GIS n'avait pas le droit d'être dans la salle. Sa mission était dehors, dans la salle. Comment ça se fait que cet élément-là était derrière le rideau? Donc, nous avons il faut arrêter. Des conneries, on m'a dit, il se justifie. Madame Boudia, quand je l'ai vue, elle m'a dit, que faire? Pourquoi il t'a enlevé? Au lieu de me dire, non, les gens m'ont interprété. Comment ça, j'ai mal interprété? J'interprète comme je veux. Nasser, avant d'en arriver à savoir qui sont derrière l'assassinat de Mohamed Boudiaf, est-ce que vous-même, qui vous battez depuis la mort de votre père pour essayer de faire éclater la vérité, est-ce que vous n'avez pas été menacé? Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous intimider, de vous convaincre de ne pas aller plus loin? والله
شوف سي جمال ما نخبيش عليك. Oui. C'est que dans la famille, je suis tout seul. Les autres membres de la famille ne se battent pas à vos côtés? Jamais. J'ai 30 000 frères. Est-ce que tu as entendu une fois défendre la mémoire de leur père ou chercher la vérité? Jamais de la vie. C'est vrai, on ne les entend pas en effet, ni même son épouse d'ailleurs. Oui. Oui, son épouse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien, c'est fini. Ça fait depuis des années qu'elle dit rien. Parce qu'il est en c'est la patte. Et vous-même, Nasser, est-ce qu'on n'a pas essayé de vous intimider, de vous réduire au silence, d'une façon ou d'une autre? Non, jamais. On vous a laissé parler, vous exprimer? Non, jamais de la vie. Restez avec nous, Abdelrazak Laïbi. Abdelrazak Laïbi? Est-ce que Abdelrazak est avec nous? Abdelrazak Laïbi? Est-ce que Abdelrazak Laïbi est avec nous? Abdelrazak, on me dit que vous êtes avec nous, j'espère que vous m'entendez. Abdelrazak Laïbi? Allez. Nasser Boudiaf, je reviens à vous avant de revenir vers Samraoui et Mohamed. Est-ce que les gens que vous avez accusés publiquement, par exemple, on l'a perdu aussi. Il est avec nous. Oui, je suis là. Ah, vous êtes là. Est-ce que certaines personnes que vous avez publiquement accusées, comme par exemple Ali Haroun, d'avoir trompé votre père, d'avoir été complice de son assassinat, est-ce qu'ils vous ont contacté personnellement? Les personnes, je veux dire. Non, jamais. Je trouve que c'est une anecdote. Oui. Pour voir les gens comment ils sont machiavéliques. Quand mon père a été assassiné, quand Ali Kafer il a remplacé, donc il m'a invité à manger avec lui. Donc j'étais moi et tes enfants, ils sont toujours vivants. Et donc sur la tête, moi j'étais contre la nomination de Haroun. Ah bon, parce que c'est un type, il a des nationalités, quand je l'aime pas, quand il m'a et tout. Mais j'ai demandé à Nzar, qui va dire non, quand le dit Mohamed il les a imposés à Ali Haroun. Donc, si Mohamed les a imposés, je me suis tué. Il a روحي في رمضان قال لي طوطي ما يبكي قال لي عشيت انا وياه قال لي في البريزيدونس قال لي مشروع قلت له جبت لنا قال لي حكى عند هارون قال لي بدا خوري بدا قال له هارون مع اسمه هذاك طبيب السكرتير فاتيني سقطها كان مينيستر تاع شغل الانتيريور افون Oui, je ne me rappelle pas. J'oublie son nom. أنا نسمع فيك. Donc, mon père, Haroun, il commence à jouer un jeu malsain. C'est-à-dire que c'est Mohamed, Haroun, tu l'as imposé à CE. C'est-à-dire que ça fait jamais, Comme quoi, c'est significatif. Hein? Ouais. Je reviens un peu avec un peu en arrière. Oui. Sur Boudiaf, il a fait une faute, pas faute. Non, je pense pas. Sur Boudiaf allait réussir. Allait réussir ce que tous les autres n'ont pas pu réussir. Il allait réussir à sortir ce pays de cette grave crise. À l'époque, il allait réussir, c'est pour ça qu'ils l'ont mutilé. Allez, restez avec nous. Il avait un plan. Oui. Il avait un plan, il est venu, il a voulu dégommer tout ce qui m'a rendu qui nous a quitté, il a des choses. Un système d'arrêté. Et comme le 16 juillet, il a changé tout. Malheureusement, les traîtres. Sauf France, avec tous les moyens qu'elle avait à l'époque, mais une cloche. La France, une cloche. 5 puissance de l'OTAN. Ils ont terminé le travail. Qu'est-ce qui me fait mal au cœur? Restez avec nous, Nasser Boudiaf. Abdelrazak Laïbi, nous vous avions perdu, nous vous retrouvons. Ah, c'est dû à une panne de courant.
Ah, dommage, dommage. Ben, heureusement que nous vous retrouvons. Alors, Abdelrazak, il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs la vidéo a abondamment circulé sur les réseaux sociaux, elle a fait le buzz lorsque vous interpelliez Ali Haroun dans le cimetière Al-Alia, vous lui en aviez fait entendre, écouter des vertes et des pas mûres. Rappelez-nous un peu qu'est-ce que vous lui aviez dit et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Premièrement, Ali Haroun se dirigeait vers le carré des martyrs où est enterré mon oncle. Et à 3 ou 4 mètres de moi, il a posé une question à son accompagnateur. Est-ce que les Merbah sont partis? Bon, la famille, les membres de la famille étaient partis, mais moi j'étais encore sur place à discuter avec des amis. Et comme il ne me connaissait pas, bon, le type qui était avec lui, il a confirmé. Oui, ils sont partis. Arrivé à mon niveau, allô? Oui, on vous écoute, Abdelrazak. Oui, arrivé à mon niveau, je lui ai posé la question, quand pas les 3 ou 4 marches dans le carré des martyrs. قلت له monsieur Haroun, قال لي oui. قلت له est-ce que la situation du pays راهي عجبتك؟ قال لي en ce moment, قلت له oui. قال لي non. قلت له vous en êtes la cause. Bon, il y a eu un petit échange que vous pouvez voir sur la vidéo, et à un moment donné, il s'est retourné vers son ami, ou Kalou, laisse-le parler. Et il est parti, il est rentré. Il est rentré, et là, vraiment, ça ne m'a pas plu, parce que je pense avoir j'ai été correct. Et là, je l'ai suivi, et je lui ai dit ce que je pensais de lui, tout simplement, que c'était un traître, et un membre du Hizb français, et Khawana, et voilà. Et à un moment donné, je suis le neveu de Merbah, vous allez payer, il faut voir avec eux. Je connais eux. C'est à ce moment-là que je lui ai dit, vous faites partie de ces eux. D'accord. Restez avec nous, Voilà. Abdelrazak Laibi. Après, quand nous aurons parlé du cas Mohamed Boudiaf, nous passerons au cas Qazi Merbah. Mohamed Samraoui, je vous laisse poursuivre ce que vous nous disiez pour ne pas vous perdre votre fil, pour vous permettre de continuer sur votre très intéressante lancée. Le fil est perdu, il est rompu. On en était à... J'aurais voulu vous poser une question sur autre chose. On dit que le premier attentat qui avait été programmé devait se passer à Ain Temouchent, et que cela n'a pas marché et qu'ensuite ça a été déplacé sur Ain Naba. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, effectivement. À cette période-là, j'étais pendant 2-3 semaines en mission à l'étranger. Donc, pratiquement tout le mois de juin. Et je suis rentré la veille, ou l'avant-veille, vers le 25, le 26. Donc, 1-2 jours avant l'assassinat. Et parmi mes amis, je me suis rendu chez... Mohamed Tahar Mamri, qui était quand même le DG de la protection civile. Il était très bien informé parce que la protection civile, elle est implantée partout. Et là, il m'a fait part d'une tentative d'assassinat qui a été déjouée par hasard par un policier qui n'était pas donc mis au parfum. Et j'étais informé aussi 2 mois plus tôt par une tentative d'assassinat, comme je l'ai dit, au niveau d'Alger. C'était la veille où Mohamed Boudiaf devait assister à la prière de l'Aïd al-Kbir. Donc il a fallu toute la nuit. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il y a le GIS qui a
visité, donc ils ont contrôlé, tout était en ordre, donc ils sont partis, ils ont laissé la police, une faction de policiers en poste sur place, et hop, la nuit, il y a eu une déflagration. Qui peut qui peut introduire une bombe, alors que le lieu est gardé jour et nuit. Les dernières personnes à s'être introduites, c'était des éléments du GIS qui, soi-disant, déminage, contrôle, etc. Donc, il a fallu toute la nuit avec le Walid d'Alger, qui était un ami. Donc, il a fallu repeindre, etc. Donc, c'était une tentative. Mais on n'avait pas prêté attention que le président était visé. Et lui, Parce que est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il avait été mis au courant de ces tentatives? je ne peux pas vous le confirmer. Je ne D'accord. peux pas vous le confirmer parce que certainement, hein, je crois que, sauf si il s'agit, comme on le pense à présent, d'un complot, parce qu'à l'époque, on ne se posait même pas de questions. C'était une autre situation, c'était un autre contexte, etc. Alors, on en arrive, et nous devons faire un peu vite parce que nous sommes pris par le temps, à la question cruciale. Selon vous, vous qui étiez très proche du DRS, très proche du renseignement central, donc de la consolidation du renseignement, là où se concoctaient les complots, d'après vous, qui a décidé de tuer Mohamed Boudiaf? Je n'ai pas de réponse comme cela, mais on peut imaginer qui sont derrière. Les gens qui se sentaient menacés par des enquêtes, les gens qui voulaient avoir le monopole de l'Algérie, les imposteurs qui sont accaparés les pillards, ça ne peut être que. Mais dans ce cas, ils sont trop nombreux. Dans ce cas, il y Oui, avait non, beaucoup de non, gens qui avaient intérêt à ce qu'il meure. non, 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 non. C'est une poignée. C'est les gens qui ont eu effectivement le, comment dire, les rênes du pays, qui étaient au niveau des postes stratégiques. Un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Défense. Or, comme par hasard, toutes ces personnalités, elles ont un point commun. Ce sont des déserteurs de l'armée française, ce sont des gens qui n'ont pas participé à la révolution dès le départ. Ce n'est pas le cas de Tauverk, ce n'est pas Non, non, le cas de Toufir, c'était un petit, je vous le dis, Toufir, moi je ne dis pas général parce qu'il était colonel, mais il était lieutenant-colonel, c'est les deux qui n'étaient pas des... Mais on les a utilisés. Donc c'est devenu, en quelque sorte, c'est leur... Toufir est le fils adoptif de l'armée Belkhair, de Khaled Zar. C'est pas le... Donc, faut pas chercher midi à 14 heures. Non, Hein. mais dites-nous des noms, comme ça. J'arrive. Oui. J'ai donné les noms parce que le travail de SAP, il a commencé en 86-87. Khaled Nazar, par exemple, tous les cadres, anciens moudjahidines du DRS, ils ont été purgés. C'est une véritable purge. Et hécatombe qui a été entreprise au milieu des années 80. Je vais vous citer, hein, à Constantine, par exemple, commandant Haj Ammar, capitaine Boukleb, tous des moudjahidines. Hein. Je ne dis pas que c'est des anges, mais c'est des gens très compétents, patriotes, etc. Le commandant Marouf, Belkacem Mnessli, Belkacem à Batna à Tébessa, Amir Chali à Sétif, عمر سكيكدا عبد الله صحراوي عندنا tous عباوي une véritable hécatombe. Et même au niveau de l'armée, hein, ils ont commencé par Bellossif en 86. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de tirer sur les manifestants après les événements de novembre à Constantine, de novembre 86. C'est ça la véritable base. Voilà, donc ils ont pris le pouvoir d'une manière tentaculaire et sans que les gens... C'est pratiquement une revanche sur l'histoire.
Et tous ces gens-là, que ce soit Touati, il a rejoint la révolution, disons, déserteur en 61, Khaled Nazar en 58, Mohamed Al-Ammari en 60, 61, mais ils ont tous participé avec l'armée coloniale contre les Moudjahidines. Le cas de Nazar est flagrant, La révolution a débuté en 54, en 55, ils s'engagent dans l'armée. Regarde Zerouel, un véritable patriote, ou la Bettil qui est un véritable patriote. À 17 ans, à 16 ans, ils ont rejoint les rangs de la LN. Mais pas eux. Donc, pour moi, tout est clair. On n'a pas remarqué ça. On n'était pas formés, on n'était pas clairvoyants, il faut le reconnaître. Mais avec le temps, avec le recul, on voit que c'était un plan. Tout à l'heure, vous m'avez parlé Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous m'avez parlé, par exemple, de fuites françaises concernant l'assassinat du commandant Mourad. Oui. Mais je signale aussi que Pierre Beregvois, il s'est suicidé le 1er mai 1993, donc quelques mois après avoir reçu les officiers algériens. Oui, certains ont fait la relation. Enfin, on n'a pas d'éléments, mais c'est une présomption. C'est une curieuse coïncidence. Tout à fait. Restez avec nous, Mohamed Samraoui, je reviens à vous. Nasser Boudiaf, vous êtes avec nous? Oui. Nasser Boudiaf. On en arrive à la question que j'ai posée à Mohamed Samraoui. Alors, selon vous, après toutes ces années d'investigation, d'enquête, de contact avec les uns et les autres, selon vous, qui a commandité l'assassinat de Mohamed Boudiaf? C'est un groupe. Donc, il y a Abdel Khair, il y a Smaïl Amari, il y a Chouk. C'est l'un des premiers parce que c'est lui le chef de la sécurité, des services. Donc, lui, s'il ne connaît rien, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Donc, Nazar, Abbas Ouzil, Grizia, tous ces responsables-là ont quelque chose avec l'affaire de Boudiaf. Ça veut dire quasiment tous les principaux décideurs du moment, quoi, de cette époque. Ça veut dire que personne ne pouvait ne pas savoir ce que vous êtes en train de nous dire. Ils ont vu le père de la révolution algérienne se faire assassiner en direct à la télévision. Et on est 24 ans après. Ils n'ont même pas levé le petit doigt pour éclairer le peuple algérien. Parce que la vérité, c'est Jamal, il n'y a pas que moi qui la demande. C'est tout le peuple algérien qui la demande, la vérité. Les Algériens ont été choqués par ce crime abject. Donc, que j'ai nommé, c'est eux qui sont responsables de l'assassinat de Boudiaf. Ni plus ni moins. Mais Nasser, moi je vais me faire l'avocat du diable. Je vais me faire leur avocat à eux. Ils pourraient vous dire, si c'était nous, pourquoi Boumarafi n'a pas parlé? Pourquoi il ne nous a pas désignés? Pourquoi il a accepté de pourrir en prison tant d'années sans dire que c'était nous? D'abord, est-ce que vraiment il est en prison celui-là? On peut se poser la question aussi. On ne sait pas. Et vous avez entendu parler de cette lettre qu'il aurait fait à Maître Ali Yahya Abdel-Nour où il lui aurait demandé de lui rendre visite pour lui faire des révélations et que Ali Yahya Abdel-Nour aurait déclaré qu'il ne voulait pas et on lui a dit pourquoi, il est prêt à vous faire des révélations et Ali Yahya Abdel-Nour aurait dit non, je n'ai pas envie de mourir. Vous êtes au courant? Voilà, oui, je suis au courant. Et Ali Yahya Abdel-Nour nous a... Même oui? un membre de la commission d'enquête qui a été assassiné, il ne faut pas l'oublier, le pauvre Hamlah. Il a assassiné parce qu'il n'a pas voulu signer le rapport de l'acte isolé. D'accord. Et vous-même, Nasser Boudiaf, vous n'avez jamais essayé de vous rapprocher de l'assassin? Vous n'avez jamais essayé de le contacter? Oui. Est-ce que vous avez essayé de le contacter, d'entrer en contact avec lui, Boumarafi? Non, moi, tu sais, moi, dès le départ, c'est-à-dire juste après l'assassinat, moi, le brouhaha, moi, il ne m'a jamais intéressé. Moi, ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse toujours, c'est les commanditaires. C'est-à-dire qui ne m'intéresse pas, moi. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les commanditaires.
Et je pense que tout le peuple algérien, ils sont intéressés par les commanditaires. Abou Marafi, pour moi, c'est un pion, c'est rien du tout. Et comment vous pensez, Nasser Boudiaf, vous qui avez toujours dit que vous ne lâcherez jamais et que vous vous battrez toute votre vie jusqu'à ce que la vérité éclate, vous le dites tout le temps d'ailleurs, comment pensez-vous aboutir à cette quête de justice, de vérité? Moi, tu sais, moi, voilà, je lance un appel, s'il y a des avocats, vraiment, Rijal Ta'assa, ils n'ont qu'à me contacter, et on va déposer plainte contre ces gens-là. C'est très simple. Donc, plainte contre qui et où? Où surtout? Contre ceux qui restent. Oui, mais où? La justice algérienne? De Dieu, la justice algérienne? Bien sûr, bien sûr. Et vous pensez que la justice algérienne est susceptible de pouvoir donner suite de façon honnête et transparente? Pourquoi pas? Mais la justice n'est pas indépendante, elle obéit au régime. Ben, peut-être qu'il y aura un sursaut de sa part. Oui. On l'espère. Restez avec nous, Nasser Boudiaf. Abdelrazak Laïbi. Abdelrazak Laïbi. Oui. Je vais en arriver au cas d'Abdelrazak de Qasdi Merbeh. D'ailleurs, le Magharibi a bien voulu nous consentir une rallonge pour l'émission. On nous a demandé de prolonger pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup d'appels des téléspectateurs. Donc, restez avec nous, je vais revenir à vous. Nous allons voir une courte vidéo. Nous allons passer donc au cas Qasdi Merbeh. Mais avant, je reviens à Samraoui pour une dernière question. Samraoui, 2 questions. Premièrement, expliquez-nous un peu, beaucoup d'Algériens ne savent pas ce qu'est le GIS dont vous parlez depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez, en peu de mots, nous expliquer ce qu'est le GIS? Le GIS, c'est le groupe d'intervention spéciale. Il a été créé au milieu des années 80. Il a eu pour chef, Hamou, dans les années 90, 91, jusqu'à l'assassinat de Boudiaf. Puis il a été remplacé par Abdelkader Khamman. Voilà ce que je peux vous dire. Le GIS était une unité antiterroriste, soi-disant, constituée avant que le terrorisme n'apparaisse en Algérie. D'accord. Donc ça veut dire. Alors, Mohamed Samraoui, vous êtes toujours battu, vous êtes un opposant, vous avez préféré vous jeter sur les routes de l'exil plutôt que de cautionner un régime criminel. Vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup d'officiers libres, des hommes d'honneur qui, comme vous, sont contre ce régime, comme vous, ont peur de ce régime et qui se taisent pourtant parce qu'ils n'ont pas tous le choix. Ils ont des familles, ils craignent pour leur vie, pour leur carrière. Est-ce que vous souhaitez leur adresser un message maintenant? Et vous savez qu'ils sont nombreux à vous écouter en ce moment même. J'espère que de tout cœur que la vérité, toute la vérité éclatera, qu'il y aura une justice pour toutes les victimes, quelles qu'elles soient, parce que tôt ou tard, il faut que l'histoire soit écrite d'une manière juste, débarrassée de toute fausseté, de toute imposture. Et voilà. Restez avec nous, Mohamed Samraoui. Peut-être que nous pourrions revenir vers vous dans l'affaire Qasdi Merbeh. Abdelrazak Laïbi, avant de commencer à parler de l'assassinat de Qasdi Merbeh, nous allons écouter et voir une courte vidéo et nous remercions Selim Laïbi, le libre penseur, de nous avoir autorisé à la diffuser. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم في ذلك الوقت بعد الأحداث، بعد انقلاب أحداث جانفي على الشرعية و يعني تكميم الأفواه ومنعنا من الاحتجاجات السلمية ومن التعبير الحر عن مواصلتنا في العمل السلمي
لاسترداد حقنا منعونا بالقوة، وأنا من جملة من حملوهم وألقوا بهم في معتقلات الصحراء في رقان لمدة 9 أشهر. لما خرجت من المعتقل بعد مدة لا أدري شهر شهرين، كانت اتصل بنا الحاج الحسين سليماني رحمه الله، اتصل بنا وأخبرنا أن هناك جهود تبذل من أجل الوصول إلى وقف النزيف يعني في بدايته. الحاج حسين أخبرني في ذاك الوقت، وأخبرني شخص آخر لعلي أتذكره وأذكر لك اسمه، يعني سمعت منهم الخبر بأن الأخ المرحوم قاصدي مرباح جاء إلى المندية هنا، اتصل بالحاج الحسين في إطار هذه الجهود لوقف النزيف ولإصلاح أمر البلاد، وأن هناك أيضا شخصيات يعني مهمة كان يقول بأنها ثاني في هذا معه في هذا السعي، هكذا ذكرنا الحاج الله يرحمه، وطلب منا يعني أن أكون على استعداد. وجاء إلي في ذاك الوقت وأخبرني بصفتي يعني أحد الفائزين كنائب في البرلمان في المندية في الانتخابات التشريعية التي حدثت في 26 ديسمبر 91. كان هذا نقول لك في أواخر يعني هذا الخبر اللي قاله لي الحاج الحسين في أواخر 92 بداية 93. بعدها بأشهر أنا سجنت في سعيدة، غبت في السجن لمدة 3 أشهر أخرى. ولما خرجت في الأسبوع أو الأسبوعين اللي خرجت فيهم سمعت بمقتل يعني قتل قاصدي مرباح، السيد قاصدي مرباح رحمه الله، سمعنا بأنه اغتيل. أحسسنا في ذلك الوقت بأن يعني جهود المصالحة غير مقبولة لدى المجموعة اللي قامت بالانقلاب. يعني أحسسنا بأن هذا الاغتيال هو رد على مساعي الصلح ومساعي وقف النزيف. وأنا لم أبقى بعد خروجي من السجن إلا مدة 25 يوم، وصعدت إلى الجبل بعد أن ضيقوا علينا الأمور ومنعونا من التعبير، منعونا من العمل السلمي، حلوا الحزب، طاردونا، سجنونا عدة مرات، وأخيرا يعني قتلوا حتى رمز المصالحة اللي كان يسعى لعله يستطيع أن يخرج هذا البلد من هذه الهوة المظلمة التي أوقع البلد فيها هؤلاء يعني مجموعة من المغامرين ومن المحسوبين على فرنسا. Venez d'écouter Ali Ben Hajar, un élu sur la liste fils dans les élections de 1991. Il dit avoir été poussé au maquis, à monter au maquis pour sauver sa vie. Et il dit que Qasdi Merbah voulait réconcilier les uns et les autres, voulait aller vers la voie de la paix, de la réconciliation, de ramener la paix, et que cela ne convenait pas à ceux qui voulaient que ça flambe, et donc qu'il a été tué pour ça. Et avec nous Abdelrazak. Abdelrazak, vous avez entendu, donc vous connaissez cette vidéo puisque c'est vous qui nous l'avez envoyée. Ah oui, je me suis déplacé personnellement pour le filmer. Très bien. Alors, c'est vous qui l'avez filmé, Abdelrazak, hein? Ah oui, moi et Aïcha Zitouni, que je remercie infiniment. Très bien. Alors, Abdelrazak Laïbi, oui. Tout le monde sait que Qasdi Merbah a lancé un appel qui est apparu dans la presse d'ailleurs, pour appeler les uns et les autres à se retrouver, à discuter, à parler, à cesser l'effusion de sang. Et entre-temps, en dessous, il menait des tractations très intenses au plus haut lieu avec les leaders du FIS et avec certains chefs de l'armée. Et il commençait à réunir une sorte de consensus, commençait à se dessiner. Et ça a signifié sa condamnation à mort. Essayez de nous en dire plus. Tout à fait. Essayez de nous en dire plus. Bon, je voudrais d'abord revenir un peu en arrière, car la cabale contre Merbah a commencé
a commencé pendant qu'il était chef du gouvernement. C'était une cabale menée par l'Arbi Belkhair et Hamrouche. Oui, d'ailleurs, il a été limogé avec grand fracas. Et à l'époque, il avait lui-même... mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Je vais vous dire pourquoi il a été limogé. Oui. Il a été limogé parce que c'est Hamrouche, rah chef Chadli, وقال له انا لا crise en 6 mois ما تزيدش تسمع بها. وقال له يا مرباح qui veut prendre ta place. Et justement, pour revenir à ce qu'a dit Khaled Nazar, dans tout ce qu'il a dit une seule chose qui est juste. قال شادلي وذان. Parce que j'ai une vidéo où Merbah Allah yarahmou dit la même chose. هكذا وذان. Bon, et ça avait commencé avec Algérie Actualité, comment il s'appelle, Kamal Belkacem et Abdelrahman Mahmoudi et compagnie. Ils ont même été très loin. Ils ont sur la une d'Algérie Actualité ou de l'Hebdo Libéré à l'époque, ils avaient mis sa caricature avec des oreilles d'âne. هذه باش الشعب الجزائري يعرف وين بدات الحكايه. Bon, il a été démis de ses fonctions, il avait refusé de quitter son poste, pour l'intérêt de la nation, il a quitté son bureau, il avait dit la fameuse phrase Hnaïmout Qassi, il ne voulait pas quitter son bureau, il trouvait ça anticonstitutionnel, chose qui est vraie. Bon, ensuite, il a créé son parti politique. Il n'a pas eu droit à un siège comme tous les autres partis, il a fallu que mon père lui prête sa villa. Et ensuite, il n'a pas eu... il avait gardé le chauffeur que la présidence lui avait envoyé. Et je me souviens comme si cela datait d'hier. Le chauffeur était parti pour faire l'entretien de la voiture. C'était une Mazda 929. Et il a appris que la voiture avait été retirée à Merbah et que le Hachmi, Allah yarhamou, d'ailleurs il est mort avec lui, et que le Hachmi devait rejoindre son poste à la présidence. Chose que le Hachmi n'a pas accepté. Il a rejoint Merbah, où d'ailleurs je voudrais lui rendre hommage aussi. Le Hachmi, un très gentil garçon, qui a laissé 2 petites filles. Et il a rejoint Merbah, Qalouana, je reste avec toi. Voilà. Et bon, et je voudrais aussi dire que Merbah était suivi et que le DRS avait placé une voiture juste en face de chez lui qui suivait ses déplacements. D'ailleurs, bon, j'ai une vidéo où il le dit lui-même. D'ailleurs, il est sorti les voir. Alors, il faut aller voir ailleurs, aller voir les voleurs. Ici, il n'y a rien à voir. Donc tout ceci, c'était pour dire que la cabale contre Merbah avait commencé pendant qu'il était chef du gouvernement. On lui a sorti les histoires, les tortures et les assassinats politiques. Ça, c'était pour le salir. Parce que, je tiens à le dire aussi aujourd'hui, Merbah n'a assassiné personne. Il nous l'a dit, nous le savons. Ceux qui ont assassiné, c'est tout le monde, il y a tout le monde qui le dit, c'est Saleh Draya, c'est Draya, Saleh Vespa, Philippe Ledingue et compagnie. Mais le problème, c'est que personne ne parle de Draya, Philippe Ledingue et compagnie. Mais elle n'est Merbah, l'ASM, les tortures. Alors que l'ennemi est ailleurs. Au sujet de son assassinat, il est mort, nous le rappelons, il a été assassiné dans un guet-apens. Où il est mort en même temps que son fils, que son frère, que son chauffeur, son fils, son garde du corps. Son chauffeur et son garde du corps qui est un ami, qui est un voisin. Et, bon, c'était pas un garde du corps, c'était un accompagnateur. Et vous avez découvert par la suite que parmi les balles qui les ont tués, il y avait des balles d'une Uzi israélienne. Ah oui, des armes israéliennes ont été utilisées lors de l'attentat. Oui, tout à fait. Alors, avant de revenir à l'assassinat proprement dit, à ses causes, le général Nazar a déclaré il y a quelques jours que ce n'est pas le fils qui a tué, ce n'est pas les islamistes armés du fils, mais le JIA. Il a
précisé, c'est le JA, et il a même parlé de la disparition de la dépouille mortelle de Kazim Erbah, de son agenda et de son téléphone portable. Il a dit quand on est allé pour voir, on a trouvé que l'agenda et le téléphone portable ont disparu. D'abord, comment sait-il qu'il avait un agenda et un téléphone portable? J'ai publié un article sur Internet. Oui. Et là, bon, c'est ce que j'ai dit dans mon article, dans ma réponse. Premièrement, Merbah, ce jour-là, ne portait pas de chemise, ne portait pas de veste. Nous étions en plein mois d'août. Il avait juste une petite chemise à manches courtes. Deuxièmement, il n'avait pas de cartable. Il avait une toute petite pochette qui lui servait à mettre ses papiers personnels et son Smith & Wesson. Troisièmement, il n'avait pas sur lui de téléphone portable. À l'époque, c'était des gros appareils qu'on portait comme un couffin. Bon, il en avait un, mais il n'était pas avec lui ce jour-là. Et voilà, Nazar dit n'importe quoi, dit des bêtises comme toujours. Et revenons donc aux causes qui ont amené à son assassinat. Je voudrais revenir au GIA. Oui. Je voudrais dire aussi que le premier communiqué du GIA était un communiqué qui revendiquait l'assassinat du Tarout Merbah, un communiqué qui a été faxé d'un bureau de poste de la rue de Rennes à Paris, que nous avons récupéré du quotidien Al-Watan. D'ailleurs, j'ai toujours une copie de ce communiqué. Voilà, c'est le premier communiqué du GIA, c'était un communiqué qui revendiquait l'assassinat de Merbah comme par hasard. Posté dans un depuis un bureau de poste de Paris vers le journal Al-Watan. Exactement. Eh ben, vous me direz tant. C'est Omar Belhouchet qui nous a remis le communiqué. Très bien. Alors, revenons-en aux causes. D'après vous, donc, cette thèse que Kazim Erbah a été assassiné parce qu'il voulait ramener la paix et que la paix, à ce moment-là, n'arrangeait pas les putschistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, c'est clair. C'est clair. La paix, parce qu'ils allaient tous partir. Si vraiment Merbah avait réussi à son coup et que la paix était revenue, il n'avait aucune chance de rester au pouvoir. Aucune chance, mais il a vraiment aucune chance. Et est-il vrai qu'il avait réussi à convaincre des chefs de l'armée? Oui, écoutez, à ma connaissance, oui. Car je me souviens qu'il m'avait demandé une fois de lui faire le plein d'essence. C'est ce que j'ai fait. Et il sortait le soir seul. Il mettait un chapeau pour ne pas être reconnu et il sortait. Où il allait, je ne sais pas. Mais je pense que c'était des rencontres secrètes. Mais à votre avis, maintenant, par rapport aux enquêtes que vous avez menées, vous êtes très actif, Abdelrazak, dans ce domaine, vous vous intéressez de très près à cette affaire et à d'autres. Est-ce que vous n'avez pas une idée de ces chefs de l'armée qu'il aurait réussi à convaincre? Je pense qu'il a, comment il s'appelle, le général qui a été assassiné, Saïdi Fodil, je pense. Soi-disant lors d'un accident du côté d'Ourgla. Oui, et dont presque tout le monde pense que c'est un assassinat maquillé en accident. Exactement. Il était en relation avec cette personne, ça je le sais. Restez avec nous, Abdelrazak Laibi. Nasser Boudiaf, vous êtes avec nous. Nasser Boudiaf? Je suis là. Alors, Nasser, au sujet de l'assassinat de Kazim Erbah, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Là, je ne sais pas. Pas grand-chose, hein, mais je sais qu'il était en contact permanent avec Boudiaf. Oui. Comme lui, il était à l'époque le patron de la sécurité militaire. Donc, il était en permanence en contact avec lui. Et il a aidé. Il allait aider beaucoup. Malheureusement, Boudiaf n'a pas eu le temps. Il a été assassiné le 29 juin 92. Et Kazim Erbah, je crois, une année après. Kazim Erbah, je pense qu'il a été liquidé parce que
tout le monde le sait, il était en contact avec les gens du FIS en Suisse. Et je crois qu'il est rentré un mercredi ou jeudi et qu'il avait un rendez-vous avec le président Zeloual à l'époque, le samedi, je crois. Et je pense que les gens qui étaient contre ce rapprochement ont préféré le liquider que de le laisser voir le président. Oui, son ami c'est Abdelmajid Aïd Saadi nous avait confirmé l'année passée cette thèse. Il l'avait rencontré à Paris, il lui avait demandé de s'occuper de son fils. Si jamais il disparaissait, il lui avait confirmé cette thèse, comme quoi il était menacé parce qu'il s'apprêtait à ouvrir une autre voie que celle de la guerre civile ou de la guerre contre les civils, et que c'est probablement pour ça... C'est-à-dire que tous les gens, comme vous dire, qui ont voulu œuvrer pour la paix, ils ont été liquidés. Donc ces gens-là ne voulaient pas la paix. Ils voulaient liquider des Algériens, c'est tout. Restez avec nous, Nasser Boudiaf. Nous allons revenir à vous dans un petit instant pour vous demander de conclure, si vous avez un appel à lancer éventuellement. Mohamed Samraoui, au sujet de l'assassinat de Qasdi Merbeh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bon, tout ce que je peux vous dire, deux petites choses. Premièrement, Qasdi Merbeh, quand même, c'est un homme d'une certaine intelligence, d'une certaine prestance, une vision superbe. Il avait envisagé un Saint-Egidio avant l'heure, donc en 93, donc 2 ans avant la réunion de Saint-Egidio, avec la plateforme de Rome. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que en 93, j'étais en Allemagne et j'ai retourné au pays. J'étais accompagné du responsable de l'opposition kurde, enfin, en Allemagne, c'est les Kurdes d'Irak, de Talabani à l'époque. Donc, je l'ai ramené à Alger pour, soi-disant, aider la cause kurde. En contrepartie, il nous donnait des informations sur les djihadistes qui allaient en Afghanistan, en Bosnie, etc. Donc, j'avais avec lui des contacts au niveau local à Alger, avec les partis politiques, avec la presse, pour qu'on parle un petit peu de la cause kurde, parce qu'elle est méconnue en Algérie. Et avec la caution de quelques partis algériens, de temps en temps, de parler du problème kurde. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'était mois d'août. Donc, et l'assassinat de Qasdi Merbeh a eu lieu quelques jours auparavant. Donc, j'ai rencontré Ismaël Ammari. On a parlé de tant de choses et d'autres, etc. Et puis, je lui ai posé la question sur l'assassinat de Qasdi Merbeh, qui est quand même quelqu'un de très respecté au niveau du service. Il faut dire la vérité. Bon, sa réponse courte, il m'a dit c'est une raison d'État. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre plus. Mais ce qui est frappant, c'est que, wallah, 2 heures plus tard, ou 3, je suis descendu voir le président responsable d'un parti Kouroupian qu'on a créé, la poire, à Hussendi. Mkhari, enfin, c'est au niveau de en face de la base anti-aérienne. Donc, j'ai parlé avec lui, on a parlé d'une chose, et puis, à propos de l'assassinat, il m'a dit la même chose, raison d'État. Donc, et c'est là, automatiquement, j'ai pensé à un assassinat, et puis, autre chose, l'assassinat de Qasdi Merbeh et des membres de sa famille et de la compagnie, c'est pas l'œuvre des islamistes, c'est l'œuvre de professionnels. Parce que l'endroit où a été commis cet assassinat, cette tuerie, ce carnage, ça ne peut pas être la technique, la sécurisation de café à côté, des personnes, pas de témoins, personne. Et puis on a mis tout ça sur le dos de Mouloud Hattab.
Et quelques semaines plus tard, on apprend que Bouloud Khattab a été éliminé par les forces de sécurité. Donc, Est-ce que vous avez des noms, Mohamed Samraoui? Est-ce que vous savez qui était derrière, qui était à l'opération, qui a conduit la mission? non, je peux pas savoir. Écoute, premièrement, j'étais à l'étranger à cette époque-là, et deuxièmement, il y a le cloisonnement, donc on peut pas le savoir. Mais vous n'avez pas entendu dire, vous n'avez pas eu d'informations sur la question? Non. Si j'avais eu des informations, je n'aurais pas gardé ça. Je dénoncerais avec vigueur ce genre de... Je suis opposé à ces méthodes de malfrats, de voyous, de délinquants. Non, j'accepte pas ça. Un dernier mot, Mohamed Samraoui, avant que nous nous quittions. Tout ce que je souhaite, c'est que la paix soit restaurée en Algérie, que la quête de justice et de vérité doit toujours guider l'esprit ou le vœu de tous les hommes libres, de tous les hommes qui aiment leur pays, qui aiment le peuple algérien. Voilà ce que mon souhait. C'est-à-dire, c'est pas de mettre, de pendre X ou Y ou d'avoir cette haine. Non, mais au moins que les gens sachent ce qui s'est passé, qui sont derrière et ceux qui ont commis au moins. La moindre des choses, c'est qu'ils ne demandent pas. Voilà, au moins qu'ils demandent pas. Et puis maintenant, le reste, ça appartient aux victimes. C'est eux qui ont le droit, c'est eux qui pardonnent ou pas, ça c'est. Mais au moins, qu'on passe ce cap. Sinon, il n'y aura jamais de sauvetage, il n'y aura jamais de véritable réconciliation en Algérie. Voilà. Merci Mohamed Samraoui, merci infiniment. Je reviens à Abdelrazak Al-Aibi. Abdelrazak. Oui. Alors, Mohamed Samraoui vient de nous dire, de confirmer, et c'est un professionnel qui parle. Il était lieutenant-colonel au DRS. Il dit cet assassinat n'est pas l'œuvre des islamistes armés. C'est un travail de professionnel. La façon dont il a été mené, la sécurisation du site, si on peut dire le site. Vous-même, est-ce que vous avez des noms? Est-ce que moi je vous suis sur votre page Facebook, vous avez prononcé des noms. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Oui. Je vous en prie, dites-nous. À commencer par l'Arbi Belkhir, le général Toufiq, le général Smaïn Lamari, le général Mohamed Lamari, le général, à l'époque il était commandant, et pour service rendu il a été nommé patron du DRS, le général Sahraoui Bachir, alias le bombardé, alias Tartag, alias Wahsh Ben Aknoun, le patron de la gendarmerie de l'époque, les procureurs de la République de l'époque, tout le monde était complice. Il n'y a eu ni enquête, ni autopsie, il n'y a rien eu. C'est une affaire qui a été bâclée, il ne fallait plus entendre parler de cette histoire. Très bien. Merci. Merci voilà. Abdelrazak Al-Aibi, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Nasser Boudiaf, le mot de la fin vous appartient. Si vous avez un appel à lancer à vos compatriotes, profitez-en. Et j'aimerais aussi que vous nous parliez de la fondation Mohamed Boudiaf. La fondation Mohamed Boudiaf, quand elle a été créée, moi je n'étais pas là, j'étais en Allemagne. Et on ne m'a même pas demandé. Hein. Donc, je me suis dit à l'époque, ça fait rien. Donc, on fait quelque chose pour Boudiaf, c'est bien, pour l'histoire. Finalement, quelques années plus tard, cette fondation a gelé ses activités. Donc, ça fait depuis plus de 10 ans qu'elle ne travaille plus, elle est fermée. Donc, moi, j'ai essayé de voir à gauche à droite pour la reprendre. On me dit que c'est un problème familial qu'il faut le régler avec ta belle-mère. Donc, je sais je pense qu'elle est là pour demain. Et je vais essayer de la voir. Je vais essayer de discuter avec elle. Sereinement. Pour le bien de Boudiaf, pour le bien du peuple algérien. Parce que Boudiaf, c'est toute une histoire. C'est pas la peine de parler parce que je préfère laisser l'histoire et je ne saurais parler de lui. Donc je préfère régler ça à l'amiable. Ça, c'est mon souhait. Le deuxième souhait, c'est que notre justice se penche un peu sur le cas de Boudiaf. Parce que c'est un crime qui ne restera pas impuni.
Alors, je souhaite que cette justice algérienne, aujourd'hui, se réveille pour rendre un hommage au père de la Révolution, au père du 1er novembre. Boudiaf, c'est pas n'importe qui. Boudiaf, c'est un personnage hors pair. Donc, rendons justice à ce bonhomme qui a donné toute sa vie pour libérer l'Algérie. Il avait qu'un seul mot à la bouche, l'Algérie avant tout. Voilà, ça c'est mon plus grand souhait. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et je vous dis bon courage, Sidi Jamel. Et merci beaucoup. Et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci, Nasser. Oui, Mohamed Boudiaf n'était pas seulement un grand bonhomme, c'était un grand homme. Et c'était un homme qui avait beaucoup aimé l'Algérie. Et il a eu la chance de lui avoir donné sa vie. Je remercie Nasser Boudiaf, je remercie Mohamed Samarawi, je remercie Abdelrazak Al-Aibi. Je vous remercie, vous, d'avoir suivi cette émission. Je vous demande pardon si on a largement débordé sur le temps imparti à cette émission. C'était tellement passionnant que nous ne pouvions pas interrompre. Je voudrais seulement dire que c'est à l'occasion de tels débats que l'on se rend compte que les tragiques événements qui ont ensanglanté l'Algérie n'ont pas encore livré tout leur sombre dessous. Des catégories entières de la population, particulièrement celles censées être l'élite du pays, son avant-garde, son intelligentsia, continuent de divaguer sur les chemins détournés de l'histoire. L'intelligentsia de ce pays ne parvient pas à se dépatouiller de la fange idéologique où elle n'en finit pas de s'engluer. Les lectures restent étriquées, incomplètes, parfois très subjectives, parfois manipulées, prises dans l'étau de l'idéologiquement correct. Pour beaucoup, l'islamiste, le barbu, reste l'ennemi, pendant que pour beaucoup d'islamistes, de vraies ouvertures démocratiques restent suspectes. Elles sont suspectes, susceptibles d'un lâcher des démons. Un dialogue de sourds, habilement mis à profit par les uns et les autres, par les charognards de la politique, autant par les demi-crates qui usent de l'épouvantail islamiste comme d'un fonds de commerce, que par les djihadistes qui ne voient dans l'islam que la censure des mœurs et l'étalage d'une foi aussi fausse qu'elle est tonitruante. Merci d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, bislama.